Continuer, voilà. Continuer. Tac. Et Allez, voilà. tac, parfait. Tac. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Baptiste, enseignant en histoire en lycée et en histoire et en sociologie à l'université Bordeaux-Montaigne. Bonjour Christophe. Donc, je suis maître de conférence en histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne et j'y enseigne aussi la sociologie et l'épistémologie des sciences sociales. Alors aujourd'hui, Christophe et moi allons vous parler d'un texte, ou plutôt d'un ensemble de deux textes extraits d'un ouvrage de Bernard Lahire, sorti en 2015 pour la sociologie et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Alors avant de se lancer dans les discussions autour de ce texte, qui, je vous le rappelle, comme chaque semaine, que vous pouvez retrouver donc dans la description de la vidéo ou pour nos étudiants sur le bureau virtuel, peut-être faut-il dire quelques mots de Bernard Lahire, l'auteur, donc qui est, vous l'aurez deviné au titre de l'ouvrage, sociologue, qui est enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Lyon et qui s'est intéressé à tout un tas de domaines, des rêves à Franz Kafka, en passant par les inégalités scolaires, même si ces dernières publications en date, et Bernard Lahire est un auteur fécond, concernent d'abord les rêves, avec un ouvrage en 2 volumes dont le dernier est sorti, d'ailleurs il y a quelques semaines, sauf erreur de ma part, hein. Disons-le, hein, l'interprétation sociologique des rêves, publication également récente, cette fois-ci, dans le champ des recherches sur l'école et sur les inégalités scolaires, enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants, sorti quant à lui, il y a, eh bien déjà 2 ans, en 2019. Voilà. Oui, c'est important de préciser parce que, au-delà, du fait qu'étant sociologue de profession, il défende la sociologie. Bon, c'est pas très, surprenant, mais, le rapide, rappel que tu viens de faire, montre que Bernard Lahire est d'abord un grand sociologue, je crois qu'il faut le dire. C'est un très grand sociologue français, comme, son maître Pierre Bourdieu, il a, cette caractéristique, d'avoir, une vision assez large de la sociologie, non seulement dans les aspects théoriques, mais également dans les différents travaux qu'il a menés, que tu as rappelés, hein, qui vont de l'art, l'éducation. Alors, bon, voilà, on voit bien que c'est une forme de sociologue, disons, de la culture, mais pas que. Et ça fait de lui vraiment quelqu'un qui est particulièrement intéressant à lire pour comprendre ce qu'est la sociologie. Tout à fait, et tu fais bien de replacer, Bernard Lahire dans le champ sociologique français, si je puis dire, enfin de rappeler qu'effectivement il est inspiré par cette sociologie de Pierre Bourdieu. Bon, alors en vous parlant de l'ouvrage desquels nous avons, extrait les chapitres dont nous allons vous parler aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur. En réalité, cet ouvrage, il ne date pas de 2015, il date de 2016, et la nuance est importante puisque, en fait, le point de départ, si l'on peut dire, de cet ouvrage, en tout cas, la réponse qu'il prétend apporter, se fait en fait face à, une phrase qui a été, prononcée, dans le contexte postérieur, aux attentats de 2015 par Manuel Valls à l'Assemblée nationale qui, en parlant, des attentats, a dit, «Expliquer, c'est déjà, excuser». Oui, et ce faisant, Manuel Valls reprenait, hein, un raisonnement bien connu, hein, qui n'est pas, de son fait, puisqu'on l'a aussi entendu en Grande-Bretagne, bon ça donc le livre s'inscrit dans une actualité, hein, que Jean-Baptiste vient de rappeler, mais aussi, dans quelque chose, disons, de plus long, hein, qui fait que, disons, depuis une vingtaine d'années, les attaques, se sont multipliées contre, la sociologie et en particulier contre sa manière de raisonner, hein. C'est-à-dire c'est l'idée même de détermination sociale qui est attaquée, hein, c'est pas tant la science. Et à chaque fois, hein, mais vous en entendez parler aujourd'hui encore, à chaque fois on dénonce l'idéologie, voilà, alors soit
on accuse les sociologues d'excuser les crimes, soit, et ou d'ailleurs c'est pas forcément contradictoire, on leur prête une forme d'idéologie anti-système, gauchiste, maintenant c'est islamo, mais en fait, en réalité, c'est toujours la même attaque et elle porte toujours sur les mêmes points, hein. Donc juste avant la sortie du livre de Bernard Ley, il y avait eu un livre de Philippe Val, Un malaise dans la culture, qui est une attaque en règle aussi contre la sociologie, hein. Donc il y a beaucoup de demi-habiles qui attaquent la sociologie. Pour terminer ce point, rappelons quand même que, sauf exception, il y en a, mais sauf exception, ces attaques viennent d'essayistes à la française, de gens qui n'ont aucune culture sociologique et qui donc parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et pas du tout. Oui et merci de l'avoir rappelé. Effectivement, si, la phrase de Manuel Valls, est, comment dirais-je, revendiquée par l'auteur comme un point un point de départ et effectivement, déclencheur de ce livre, effectivement, dans au-delà de Manuel Valls, dans ce bouquin extrêmement bref, hein, en 5 chapitres, c'est, une réponse à tous ceux qui, dans les champs, médiatiques, politiques, et même scientifiques d'ailleurs parfois, parce qu'il répond aussi à des sociologues qui partagent ce point de vue, considèrent que la sociologie participe à une culture de l'excuse que l'on va d'ailleurs définir en discutant des textes. Et tu parlais de Val, il faut, pour terminer la présentation de ce livre, rappeler aussi qu'il est porteur d'un petit supplément justement qui critique ce fameux monde selon Philippe Val et qui constitue une belle réponse de Bernard Lahire et de la sociologie bourdieusienne à Philippe Val. Oui, et pour quand même, il y a pour l'essentiel, j'imagine, ce sont des historiens, des historiennes qui nous regardent. En 1997 déjà, hein, après l'arrivée donc de Lionel Jospin au poste de Premier ministre, il y avait eu à l'automne, je crois en octobre ou novembre, un grand colloque à Villepinte, donc en banlieue parisienne, qui était un colloque sur la sécurité et où déjà le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, avait affirmé qu'il fallait en finir avec l'excuse sociologique, hein. Donc on voit que cette thématique est récurrente, qu'elle est très souvent accolée aux questions de sécurité et de criminalité. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler cette année, mais rappelons quand même que dès l'origine, hein, Durkheim ferraille aussi, hein, avec des gens qui se prétendent criminologues, donc spécialistes du crime, et qui prétendent, au fond, trouver les origines de la criminalité dans la forme des crânes, les types sociaux comme étant déterminés pour toujours, etc. Donc c'est en réalité une manière, vous voyez, toujours classique de revenir vraiment au fondamental qui est le problème de l'explication de la société, l'explication scientifique de la société. Oui, donc si vous l'achetez, ou si vous l'empruntez, vous aurez donc entre les mains un bouquin, engagé et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. J'avais eu, l'occasion, pour ne rien vous cacher, de le dire à Bernard Lahire quand il était venu à Bordeaux une fois et que j'avais eu à le raccompagner à la gare. Je lui avais dit que son bouquin était un véritable couteau suisse et qu'il était à ce titre génial parce qu'il nous permettait, nous défenseurs, de la sociologie, ben, on n'en fait pas mystère avec Christophe, de nous sortir de pas mal de situations aussi. Et c'est un livre facile à lire, hein, comme ceux et celles qui ont lu les extraits que nous proposons. C'est un livre facile à lire et qui est malgré tout ambitieux, puisqu'il prétend quand même expliquer ce qu'est la sociologie. Et à notre sens, il y arrive parfaitement. Voilà et en plus, rappelons-le avant de commencer, il coûte 13,50 balles, ce qui est loin d'être absolument excessif et qui constitue toujours un très bon investissement. Voilà. Donc on va pouvoir commencer donc le texte, donc qui enfin, notre texte à nous, qui est constitué de deux chapitres donc de ce livre de Bernard Lahire. Le premier donc étant, et maintenant vous comprenez pourquoi puisque nous avons rappelé le contexte, consacré à la question comprendre, juger, punir. Oui, tout à fait. Alors le premier qui est en réalité dans l'ordre de l'ouvrage, le deuxième. Mais effectivement, le premier que nous étudions, c'est, comprendre, juger, punir et dans, ce chapitre, Bernard Lahire commence par, critiquer, cette idée que nous évoquions, c'est-à-dire, l'idée selon laquelle la sociologie excuserait, hem,
selon laquelle la sociologie excuserait, tout simplement, et les points de vue sur la sociologie qui conduisent à cette idée, point de vue sur la sociologie qui, en somme, l'assimile à une norme, à un point de vue moral. La sociologie, c'est ce que nous explique Bernard Lahire, loin d'être un point de vue, dit en fait ce qui est. Elle ne juge pas ce qui est, et c'est en cela que Bernard Lahire propose donc cette formule. Comprendre n'est pas juger. Bon, mais avant cela, donc il faut retourner aux origines de ce problème, si je puis dire, c'est-à-dire au développement du point de vue de ces adversaires de la sociologie qui assimilent la sociologie à ce point de vue moral. Alors ces adversaires, c'est comme nous l'expliquions, par exemple Manuel Valls, qui reproche à la sociologie d'essayer de comprendre. Et plus généralement, tous ceux qui, dans le champ, comment dirais-je, judiciaire, expliquent les crimes et les délits par l'intention de leur auteur et par la volonté individuelle. En somme, et là, selon les mots, alors c'était même plus Manuel Valls, c'était Julien Drey, qui était à l'époque député socialiste. C'est une citation de 2003 que restitue Lahire. En somme, on choisit de devenir délinquant. Finalement, le social ne serait, selon ces gens, ne serait pas un facteur légitime d'explication des trajectoires individuelles. Alors, pour bien comprendre ce que dit Julien Drey, sans doute faut-il non pas indiquer le sous-texte, mais expliquer la confusion mentale dans laquelle se trouvent celles et ceux qui émettent ce genre de critique ou font ce genre de raisonnement. Car le point de départ est une réduction de la sociologie à ce qu'on a l'habitude d'appeler les critères sociaux, et en particulier lorsqu'on parle de criminalité, la pauvreté. Hein. Et donc, le raisonnement en apparence paraît tout simple et robuste comme une évidence scientifique, qui est que si effectivement, comme il le dit, Julien Drey, il y a un terreau, hein, il y a des éléments, la pauvreté, la misère sociale, etc., constituent voilà, un terreau pour la délinquance. Euh, Bon, au passage, il faut quand même le rappeler, hein, tout dépend évidemment de la définition de la délinquance, parce que avec ce type de raisonnement, on pourrait aussi dire que la richesse est un terreau pour la délinquance si on s'intéresse à la richesse en col blanc. Mais de celle-là, on ne parle jamais. Enfin, oui, tout de suite, vous voyez où est le problème. Mais je le fais juste remarquer quand même pour comprendre qu'il y a déjà beaucoup de présupposés qui ne sont pas réinterrogés, en particulier la définition de la délinquance et du problème que la délinquance pose à la société. Donc il y a un terreau, mais, et alors là, c'est l'argument massu, mais tous les pauvres ne sont pas des délinquants. Et comme tous les pauvres ne sont pas des délinquants, et que la pauvreté encourage la délinquance, comment on résout ce problème? Par la libre volonté. C'est donc des pauvres qui choisissent de devenir délinquants. Donc certes, ils ont, comme on dirait au tribunal, des circonstances atténuantes, mais reste que c'est leur choix. Hein, comme on disait dans une émission de télé bien connue, hein, c'est mon choix. Donc ils ont fait leur choix et dans ces cas-là, ils sont donc responsables à 100%. Parce que vous voyez qu'on est passé du terreau, donc d'une forme de détermination, à une responsabilité à 100%. C'est-à-dire que le terreau, c'est juste une petite concession parce que c'est difficile de ne pas observer des éléments qui déterminent la délinquance. Donc on est obligé, et puis en plus, comme on cible des populations et des quartiers, ben voilà, donc on est obligé. Mais la fin du raisonnement, et j'insiste bien là-dessus, c'est 100% responsable. C'est pas un tout petit peu, quand même, il y avait, à la fin, ça se termine toujours par 100% responsable. Alors, vous voyez que quand on commence à mettre le doigt dans la libre détermination de sa volonté, on finit par 100% de responsabilité. Hein. C'est pas un petit peu, on verra, parce qu'à la fin, ce petit peu veut dire que c'est toujours vous qui décidez. Et oui, donc on choisit de devenir délinquant. Et j'enfonce une porte ouverte, mais je crois qu'il est quand même bon de le rappeler. Si l'on a parlé de Valls, de Drey, ça n'est pas un courant de pensée propre à une famille politique, en l'occurrence au Parti socialiste. C'est un point de vue qui est largement transpartisan, si je puis dire. Et d'ailleurs, Drey, là en l'occurrence, répondait et exprimait son accord avec des propos qui initialement étaient prononcés, nous rappelle Bernard Lahire, par Jean-Pierre Raffarin. Vous voyez, donc c'est pas un propos
dit de gauche ou d'une certaine gauche, d'ailleurs loin s'en faut que celui que Christophe vient de restituer. Bon, là encore, c'est une évidence, mais je préfère quand même le rappeler. Bon. Et alors, face à cela, Bernard Lahire, au contraire, postule certes que l'individu fait un choix, mais que ce choix, il est influencé par certains déterminismes au sein d'un ensemble de possibilités qui lui préexistent et de possibilités qui sont finalement extérieures à l'individu. Alors, je le cite, il ne vient jamais à l'idée de ces bonnes âmes, donc en l'occurrence, ces bonnes âmes, c'est Julien Drey et puis Jean-Pierre Raffarin, comme je viens de le dire, et tous ceux qui, plus généralement, professent le point de vue que Christophe a restitué. Il ne vient jamais à l'idée de ces bonnes âmes de se demander d'où viennent ces décisions ou ces volontés, ce qui les fonde, ce qui les motive, et dans quelles conditions elles ont pris forme. Bon. Et du rapport au libre arbitre de ces bonnes âmes, justement, résultent deux conséquences que Christophe a évoquées au moins en partie. D'abord, une critique radicale de la sociologie qui contribuerait à cette supposée culture de l'excuse, qui serait en somme alors Bernard Léhr utilise cette formule un petit peu plus loin, là on ne l'a pas dit d'ailleurs, page 34, qui serait en somme une variante du gauchisme de la sociologie. Euh, le déterminisme étant interprété comme une espèce de tentative de dédouanement des actes individuels. Et deuxième conséquence de ce point de vue que Christophe évoquait, un rapport nécessairement répressif à la transgression, puisque si on a fait le choix de faire telle ou telle action en notre âme et conscience, dira-t-on, eh bien, on mérite d'être absolument puni pour cela. Bon. Alors, effectivement, on voit très bien qu'il y a, 2 régimes, au fond, de discours ou de vérité, hein, qui s'affrontent. Et si ces 2 régimes s'affrontent, c'est parce que, ils existent en même temps, ils coexistent dans notre société. Vous voyez d'ailleurs comment, Julien Drey, articule les 2, hein. Il part de quelque chose qui ressemble à de la sociologie, mais on est quand même plus près du Canada Dry que de la boisson alcoolisée, hein. Enfin bon, ça pourrait ressembler à la sociologie, à un constat qui est de nature politico-juridique, judiciaire, pardon, politico-judiciaire, et qui est donc la répression, comme vient de le dire Jean-Baptiste. Donc, en fait, ce dont témoignent ces polémiques, c'est qu'il existe plusieurs régimes, enfin, plusieurs types de discours, on va dire ça comme ça, qui prétendent dire la vérité du monde social. Mais il n'y en a qu'un qui est scientifique, c'est la sociologie, alors que les autres ont d'autres fonctions, mais ils existent et ils ont du sens. Donc il ne s'agit pas du tout d'évacuer la question du droit, le tribunal. Donc le sociologue ou la sociologue ne prétend pas remplacer le juge ou devenir avocat, ou etc. Ce sont juste deux gestes différents et dont on voit, pour celles et ceux qui ont tout suivi, hein, que ça remonte vraiment au début de la sociologie, parce que dans sa leçon d'ouverture de 1887, que fait Durkheim sinon critiquer quoi? Enfin critiquer, se distinguer du droit. Et pourquoi il se distingue du droit? Parce que le droit met en avant l'individu comme étant la réalité ultime, hein, puisqu'on juge des individus, on ne juge pas la société. Donc on voit comment, en fait, c'est un problème plus général, hein, qui est la difficulté à admettre, un, que la sociologie est une science, et deux, que d'autres discours sur le monde social d'une autre manière, qui peut être légitime si elle ne prétend pas être une science alternative, mais cette coexistence est un véritable problème parce que souvent ce problème n'est pas pensé. Donc ils se battent pour dire c'est moi qui dis plus vrai. Mais voilà, il se trouve que la science, c'est la science, et c'est la science qui a à voir avec la vérité. Les juristes ou les députés, c'est autre chose. Oui, c'est ça. En somme, effectivement, la sociologie n'excuse pas puisqu'elle n'a pas de fonction normative. La fin de la sociologie, c'est la compréhension. C'est-à-dire que la sociologie est une science. Bon. Et tu rappelais que c'était un point de vue assez ancien, effectivement, et Bernard Lahire fait exactement la même chose, puisque après avoir rappelé que le savant étudie ce qui est et n'a pas à apprécier ce qui est bien ou mal, on est page 35,
Il explique que, comme le rappelait Émile Durkheim dans Éducation et sociologie, la science commence dès que le savoir, quel qu'il soit, est recherché pour lui-même. Et il rappelle ensuite, Lahire, que ce point de vue de Durkheim sur la fin de la sociologie n'est pas isolé, puisqu'il est partagé par d'autres sociologues et fondateurs de la sociologie. Max Weber, par exemple, écrit aussi qu'une science empirique, puisque c'est sa formule, n'a pas vocation à dire ce que l'individu doit faire. Alors, bien sûr, on ne peut qu'être d'accord avec Bernard Lahire. On peut quand même mettre en relation, hein, ce que nous venons de lire chez Lahire et l'article de 1911 d'Émile Durkheim, Jugement de réalité et jugement de valeur, parce que quand même, c'est peut-être pas aussi simple. Alors, le livre est court, il est destiné à dire les choses le plus clairement possible, donc on ne s'embarrasse pas, mais vous vous rappelez que Durkheim, dans cet article, donc 1911, dit bien que lorsqu'on a à dire ce qui est, on est obligé de s'appuyer sur des valeurs qui sont les concepts. Donc, l'idée d'une description pure des faits, là, on s'arrête. Mais c'est vrai pour tout le monde. La seule différence entre la sociologie et tous les autres discours prétendant dire le vrai, c'est qu'il y a une méthode qui est une méthode scientifique. Mais sinon, effectivement, on le sait, hein, qualifier le monde social, ce n'est jamais neutre. Voilà. Si je vois des classes, je sais pas, des prolétaires, ou si je vois des Noirs, des Arabes, tout ce que vous voulez, ce sont les débats d'aujourd'hui, comme vous le savez, eh bien, ce n'est pas le même monde que je vois. Mais ces discours n'ont pas vocation à dire le vrai, ils ont vocation à nous engager dans une manière de voir qui correspond à un programme politique, un agenda politique. C'est un autre problème. Voilà. C'est tout à fait digne, hein, ce n'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit, c'est très digne de vouloir transformer la société, mais du coup, on doit imposer la manière, ou essayer d'imposer la manière de regarder le monde social pour pouvoir renforcer l'évidence des solutions politiques que l'on propose, qui n'est évidemment pas, comme le dit Bernard Lahire, le cas du sociologue qui, lui, a simplement à utiliser les outils de la sociologie pour dire ce qui est. Et donc à contrôler, si on fait le lien avec l'article de 1911 de Durkheim, à contrôler les concepts qu'il utilise. Pour résumer, là où on en est, donc à la fin de la page 35, en réalité, donc ce que fait Bernard Lahire, c'est dissocier deux réalités. D'abord, ce qui relève de la connaissance et qui s'effectue en laboratoire, soit la sociologie. Et d'autre part, ce qui relève de l'action normative, de l'acte de juger et de sanctionner, et qui se passe au tribunal. Bon. Et pourtant, ce qu'il déplore, et ça apparaît à la page 37, c'est que malgré euh, cette distanciation, somme toute logique, le point de vue consistant à confondre compréhension et excuse, et concomitamment à vouloir punir sans comprendre, s'est imposé parmi, alors ce qu'il appelle lui, les esprits politiques, médiatiques et intellectuels. Et pire que cela, si je puis dire, il se serait même imposé chez certains sociologues. Alors lui, il cite le sociologue états-unien Andrew Abbott, dont il critique une hypothèse qu'il a posée lors d'une conférence concernant, alors le titre était voilà, l'avenir des sciences sociales, une conférence qu'Andrew Abbott donc, a prononcée à la Sorbonne le 18 juin 2015. Et selon lequel, enfin c'est l'hypothèse qu'il pose en tout cas, tout est normatif dans les sciences sociales. Et cette hypothèse, mal fondée, selon Bernard Lahire, conduirait à considérer la sociologie comme un point de vue moral, car confondrait jugement de valeur et rapport aux valeurs, pour reprendre les mots de Weber que tu évoquais. Oui, cette conférence a été publiée, hein, d'ailleurs dans les, dans les annales, dans la revue, donc les annales, un petit peu plus tard, après la parution du livre de Bernard Lahire. C'est pour ça qu'il cite juste la conférence, mais pas la publication. Donc peut-être on pourra mettre le lien dans la description de la vidéo. Oui, c'est un problème très, très ancien, hein, bien sûr. Vous voyez en fait, qui reste toujours au même endroit, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de décrire le monde social sans valeur, hein, c'est-à-dire sans le voir à travers une norme, hein. Et c'est exactement la position donc d'Andrew Abbott, dire que non, en fait, la sociologie aurait toujours à voir avec une norme, c'est-à-dire avec
le bien et le mal. Et on voit évidemment que dans ces cas-là, la sociologie ne peut pas résister à l'affrontement politique, puisque dès que vous commencez à dire le bien ou le mal sur le monde social, vous prenez position sur le monde social. Et prendre position sur le monde social, c'est ni plus ni moins que de faire de la politique. Qu'on ait une carte, une appartenance, je ne sais quoi, ou non, ça ne change rien. Voilà. Donc, effectivement, là, Andrew Abbott propose une définition qui détruit la scientificité de la sociologie et qui la renvoie, au fond, à n'être plus qu'un jugement de valeur, oubliant qu'elle a à être un jugement de réalité, pour reprendre les termes de Durkheim. Donc c'est une vraie trahison de la sociologie durkheimienne, mais qui témoigne de la difficulté qu'éprouvent, y compris certains sociologues, devant la radicalité de la science qu'ils font. Voilà, parce que c'est radical, parce que c'est une manière de désapprendre tout ce que nous croyons savoir sur la société dans laquelle nous vivons. C'est donc extrêmement violent et ce n'est pas étonnant qu'il y ait ce refus permanent de cette possibilité de dire scientifiquement ce qui est. Nous en sommes donc là à la fin de la première partie de ce deuxième chapitre, comprendre, juger, punir. Alors cette première partie, c'était punir sans comprendre et maintenant nous abordons, page 38, donc la deuxième partie, comprendre sans juger. Et là, dans cette deuxième partie, Bernard Lahire fait quelque chose que, personnellement je trouve formidable. Alors il approfondit en fait la dissociation entre la compréhension qui serait donc la fin de la sociologie comme nous l'avons dit avec Christophe, et le jugement qui là serait la fin de la justice. Il approfondit en somme cette dissociation entre compréhension sociologique et compréhension morale, mais en recourant à un personnage de fiction, en l'occurrence au commissaire Maigret. Alors je le dis pour ceux qui nous regardent et qui sont encore plus jeunes que moi, qui est donc un personnage fictif évidemment, membre des forces de l'ordre et sorti de l'esprit de Georges Simenon. Oui, au passage, rappelons que, pour ceux qui connaissent, Simenon est un très grand écrivain et ce serait une grave erreur, que, d'y voir soit une sorte de petite, comment dirais-je, un petit amusement, de la part de Bernard Lahire, hein. C'est parce qu'il y a une véritable ambition sociologique, même s'il n'est pas sociologue, dans l'œuvre de Simenon, hein. En particulier d'ailleurs, je le dis pour celles et ceux qui n'ont jamais lu du Simenon, les romans de Simenon, consiste toujours à prendre un ou plusieurs individus au moment où ils vont soit dévisser, faire un acte totalement irresponsable, etc., et de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Donc, effectivement, il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie sensibilité de nature sociologique chez Georges Simenon, même s'il a énormément écrit. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'en lire, ça se lit assez bien. Mais c'est vraiment, enfin certains, parce qu'il en a écrit tellement, mais certains de ses romans sont vraiment des grands romans. Alors il y a les Maigret et les autres, il n'a pas fait que des Maigret, mais loin de là. Mais voilà, donc c'est tout à fait. D'ailleurs, il y a aussi un livre de Luc Boltanski, hein, qui associe la naissance de la sociologie avec la naissance de l'enquête, qu'on voit au 19e siècle, le personnage de Sherlock Holmes, hein. Dans mon souvenir, Boltanski parle plus de Sherlock Holmes que de Maigret, mais effectivement, c'est la même thématique, hein, le même geste de l'enquête, hein, essayer de comprendre. De toute manière, étant donné les phrases que Lahire consacre à Simenon, je crois qu'il ne reste aucune ambiguïté quant au constat de cette sensibilité sociologique, puisque c'est ta formule qui effectivement Mmh. me semble très appropriée pour caractériser l'œuvre de Simenon et Simenon lui-même. Et d'ailleurs, il l'écrit, hein, page 41, hein, contre l'idée très romanesque d'un mystère humain difficile à verser, Simenon donc, croit en la possibilité de comprendre les actes les plus fous, les plus inhabituels ou inattendus, en apprenant tout simplement à connaître les différents milieux sociaux en jeu et la place qui occupent les différents protagonismes du drame. Et ensuite, Lahire va expliquer la manière dont Maigret agit en tant que sociologue pour résoudre ses enquêtes et il va ajouter que Simenon et son double Maigret sont mus par la recherche d'un passé et d'un passé collectif, familial par exemple, aussi bien que
d'un passé individuel. Et là, on retrouve ce que on verra dans le chapitre suivant, celui que nous vous avons proposé sur le fichier. Euh, on retrouve ce projet que Lahire attribue à la sociologie, et aux sciences sociales d'ailleurs, au-delà même de la sociologie, c'est-à-dire la contextualisation. Oui, et d'ailleurs, pour les amateurs et les amatrices de romans policiers, hein, on pourrait comparer, donc Maigret, avec, Agatha Christie, hein, et Miss Marple en particulier, qui elle cherche toujours des types humains, tel un tel me fait penser à quelqu'un que j'ai connu avant dans mon village, donc tout est renvoyé à de l'individuel, hein, alors que, ici, au contraire, il s'agit de comprendre, tout ce qu'il y a autour de la personne, du criminel quoi, ou du délinquant, pour comprendre, heu, ce qu'il ou elle est et surtout pourquoi, enfin ce qui l'a amené à commettre l'acte. Et on voit bien hein, que jamais Maigret sinon, si on veut, n'explique l'acte par la psychologie de l'individu. Et c'est en ce sens-là que le parallèle, enfin la métaphore est très intéressante entre le détective Simon, l'inspecteur, commissaire, pardon, Maigret et Simon, je vais y arriver, avec la sociologie, parce qu'effectivement, l'enquête, hein, Maigret ne juge pas. Et c'est ça qui est chouette, quoi, parce que dans ce climat d'insécurité, ou etc., de prendre un exemple, même fictif, de commissaire qui ne juge pas, hein, qui donc est en dehors de la morale, eh ben, on retrouve de ce fait le geste du sociologue et ça prouve que l'on peut comprendre sans juger. Oui, mais si, Maigret, et c'est là que Lahire retombe sur ses pattes et rétablit cette dissociation que j'évoquais, si, Maigret est socialement compréhensif dans ses enquêtes, sociologiquement compréhensif, pardon, dans ses enquêtes, il n'en est pas pour autant moralement compréhensif puisque, ces 2 manières de comprendre sont fondamentalement différentes. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est puisqu'il il le cite, hein, il cite du Oui, oui, Maigret tout hein, à dans fait, un volume qui s'appelle. il cite, ah pardon, excuse-moi, Vas-y, vas-y, j'anticipe. vas-y. Eh Non, bien, non. il cite effectivement les mémoires de Maigret qui sont extraits d'un recueil de textes de Simenon. Et c'est là que le sociologue, diffère du commissaire puisque, il doit, selon Lahire, en s'appuyant sur ces extraits donc de ces mémoires de Maigret, s'abstenir de tout jugement et ne pas se prononcer sur la nécessité ou pas de punir. Autrement dit, le sociologue n'a pas à dire ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire et c'est en cela que la sociologie n'est pas, justement comme on le dit, depuis tout à l'heure, n'est pas normative. Oui, et il reprend, alors ça c'est un petit peu plus haut, page 40, il reprend un verbe nécessiter, donc ER, hein, c'est pas la nécessité, c'est le verbe nécessiter, que Pierre Bourdieu avait emprunté au grand poète Francis Ponge, hein. Pierre Bourdieu est un grand amateur de littérature, de poésie, et donc il a écrit un magnifique texte dans les cahiers de l'air de Francis Ponge qui s'appelle justement Nécessité, hein, et qui veut dire, c'est la capacité donc du sociologue à expliquer, je cite Bourdieu, hein, la nécessité qu'un homme, l'être humain, quoi, a, sinon d'exister, du moins d'exister comme il existe. Et dans un autre texte bien connu, hein, dans la postface qu'il donne à la misère du monde, hein, ce grand volume collectif sorti dans les années 90, au début des années 90, donc la postface s'appelle Comprendre, et il dit l'ambition de comprendre, je le cite, se situer en pensée à la place que l'enquêté occupe dans l'espace social pour le nécessiter à partir de ce point. C'est-à-dire, nécessité, ici, ça veut dire aussi bien le rendre nécessaire, comprendre pourquoi il est là et pourquoi, au fond, l'agent ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait. Ou, voilà, pourquoi on en est arrivé là. Vous voyez, c'est la même logique, effectivement, que Maigret. Hein, donc, je voulais le souligner, parce que vous voyez, évidemment, Bernard Hier sait très bien que Pierre Bourdieu a écrit ça, etc. Donc, il ne le précise pas. Ah, mais c'est donc pour vous montrer l'élégance aussi du style, puisqu'il ne s'embarrasse pas de notes, il ne veut pas préciser ou faire le cuistre, comme je suis en train de le faire finalement, pour dire ça vient de ça, etc. Mais c'est très important parce que ça, c'est vraiment le verbe condense, me semble-t-il, ce que la sociologie a à faire. Au passage, vous voyez que la sociologie, et Bernard Leyer l'a tellement bien montré, peut s'appliquer à des individus, puisque là, on peut nécessiter un individu. Mais tout le monde voit bien que si je nécessite un individu, qu'est-ce que je fais si je nécessite
un terroriste. Et vous voyez bien que ici, la question, effectivement, se pose. Et c'est par là que passent toutes les condamnations de la sociologie que nous évoquions tout à l'heure. Oui, tu fais bien de rappeler effectivement que Simenon n'est pas seul cité, mais que Bourdieu l'est à plusieurs reprises, même si, à la fin de cette, sous-partie, que nous évoquions, lorsque Bernard Lahire s'adresse, aux critiques de la sociologie, on ne sait jamais, des fois qu'il y en a un qui se soit égaré à lire son bouquin, c'est à Simenon qu'il renvoie et c'est Simenon qu'il conseille de lire, pour comprendre cette, comment dirais-je, ce geste, donc dissocier compréhension et absolution. Bon, et d'ailleurs de cette dissociation, Lahire et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin parce que, il en fait un véritable enjeu démocratique. C'est-à-dire qu'il relie ça à un droit à l'information et il explique que, disposer d'informations, on est à la page 44, hein, disposer d'informations, de connaître, heu concernant les questions morales, politiques, juridiques ou pratiques, est un enjeu pour juger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger sans comprendre, en réalité. Oui, et c'est bien, tu as raison de le dire, c'est bien ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'opposer, comprendre et juger, mais aussi de retourner, si j'ose dire, la question à ceux et celles qui condamnent la sociologie en leur disant, mais comment pouvez-vous juger si vous ne comprenez pas? C'est-à-dire sur quoi repose votre jugement, sinon sur des a priori, du sens commun, ce que vous croyez savoir, etc. Donc effectivement, il y a un enjeu démocratique à la connaissance partagée de la science du monde social, puisque c'est une manière de mieux comprendre le monde dans lequel je suis et donc de pouvoir mieux envisager les changements que je pourrais souhaiter encourager par rapport au détriment d'autres actions, voire au détriment du statu quo, hein. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a aussi cet élément, puisque comme la sociologie se défend, des fois, elle oublie de retourner la question aux adversaires. Et je trouve que tu as raison, il faut le dire. Mais comment jugez-vous si vous pouvez vous faire l'économie d'une connaissance minimale de la science qui dit ce qui est du monde social dans lequel nous sommes. Vous voyez sur quoi repose ce jugement? C'est une bonne question, hein. Et je trouve que effectivement, à quoi ça sert de comprendre? Eh ben, oui, on pourrait dire ça sert aussi à mieux juger. Mais on peut comprendre sans juger. Vous voyez, il n'y a pas de, donc on n'est pas ou dans la compréhension ou dans le jugement, mais on est plutôt dans une ambition extrême qui est de dire si j'ai à juger, autant comprendre d'abord puisque mon jugement sera mieux fondé. Mais ça restera un jugement. Voilà. Oui, parce que tu dis, tu permets la transition entre cette 2e partie de ce 2e chapitre que nous vous proposons et donc sa 3e et dernière partie, puisque dès le début de cette 3e partie, à quoi sert de comprendre, hein, on est page 44, Bernard Lahire pose une question, celle à laquelle tu as répondu, mais finalement qu'il assume de poser, à quoi ça sert pour une société que de comprendre et ce faisant, en posant cette question, il pose la question de l'utilité sociale de la sociologie. Bon. Et il explique que la résolution des problèmes sociaux passe précisément par un dévoilement du fonctionnement du monde social. Parce que c'est ce dévoilement qui permettra de se départir d'une posture, disons, émotionnelle, alors on va le développer, hein, émotionnelle concernant justement ce monde social. Oui, et comme il le dit fort justement, ce que permet, même si la sociologie, donc on repart sur le raisonnement global, même si la sociologie permet de comprendre donc un individu, par exemple quelqu'un qui a commis un acte délictueux ou criminel, je peux le comprendre sociologiquement, le nécessiter, hein, maintenant tout le monde a compris le vocabulaire, donc le nécessiter, ce n'est, c'est un moyen de le désindividualiser, c'est-à-dire de ne plus le réduire à un individu, c'est-à-dire à n'être le produit que de sa seule volonté, mais de s'interroger sur la société qui produit des individus comme cela.
C'est-à-dire que, alors c'est vraiment le climat enfin, de l'époque, puisqu'on est dans beaucoup de débats, hein, on l'a rappelé, hein, surtout sur la sécurité. Donc, vous voyez, dire cela, politiquement, ça a un effet. Hein, puisque ça veut dire qu'il y a une sorte d'incapacité euh, sociologiquement pensée de la répression à avoir les effets qu'on lui prête, c'est-à-dire à mettre un coup d'arrêt au crime ou au délit. Si je crois que les individus sont responsables de leurs actes, je peux sévir autant que je veux, mais je continuerai à avoir des crimes. Il suffit de regarder les États-Unis, qui sont une société extraordinairement carcérale, qui mettent beaucoup de gens en prison, hein, un pourcentage, enfin, un taux par rapport à la population globale beaucoup plus important que le nôtre. Je crois que c'est 10 fois plus qu'en France, je ne suis pas sûr, mais voilà. Je crois que le taux d'incarcération est multiplié par 10, donc 10 fois plus. Et il n'y a pas moins de crimes aux États-Unis où il y a la peine de mort, etc. Et vous voyez, c'est ce débat qui est derrière. Hein. Si je désindividualise un acte, donc si je ne le reconduis pas à une volonté individuelle, alors je me donne les moyens de pouvoir prévenir les conditions de possibilité de cet acte qui sont sociales et pas individuelles ou psychologiques. Oui, autrement dit, c'est ce que Bernard Lahire explique, page 46. C'est une bonne compréhension du monde social, une compréhension, dit-il, des logiques qui ont contribué à rendre possible les crimes, les incivilités, la délinquance et ou les attentats, qui donnent finalement cette possibilité d'agir et à terme d'enrayer cette logique criminelle, délinquante, terroriste, etc. etc. Donc ça, si je puis dire, le premier aspect, la première utilité sociale concrète de la sociologie. Donc opérer un effet de dévoilement qui permet de passer par autre chose que la destruction, c'est-à-dire la mise à mort ou la mise à l'écart, comme le dit Lahire, soit l'emprisonnement donc des individus dans nos sociétés. Ensuite, comprendre, et c'est ce que j'évoquais dans mon bref résumé de cette troisième partie, comprendre le monde social, ça permet aussi de le neutraliser, un peu à la manière dont le monde physique a lui aussi été neutralisé et de rompre finalement avec un rapport émotionnel au monde social. C'est ce qu'écrit Lahire, page 47, en donnant les moyens de ne pas prendre nos désirs ou nos peurs pour la réalité, de voir les choses de manière moins directement attachée à la position, aux intérêts et aux fantasmes de celui qui voit, l'attitude scientifique permet de sortir progressivement du rapport émotionnel et partial à la réalité. Bon. Euh, mais on pourrait d'ailleurs aussi inverser la logique. Bernard Lahire le fait, enfin en tout cas l'induit dans son raisonnement. Sortir de ce rapport émotionnel au monde social est aussi une condition nécessaire afin de le neutraliser. C'est-à-dire que ça marche en réalité dans les deux sens. Et on retrouve la question des prénotions hein, de Durkheim, hein, puisque c'est vraiment ça. Donc, comme le dit Jean-Baptiste à juste titre, c'est évidemment, il y a évidemment une dimension émotionnelle, mais oui, dans le passage qu'a cité Jean-Baptiste, il parle aussi d'intérêt. Donc, c'est pas simplement, enfin, c'est émotionnel, mais c'est vraiment du sens commun. Et le sens commun, ce sont aussi les idées que nous avons, c'est ce que nous croyons savoir sur le monde social. Hein. Par exemple, je vais prendre des exemples. Je crois que dans un autre chapitre, d'ailleurs, il en parle. Hein, la prostitution. Hein. Il y a toujours, je l'ai entendu plein de fois, il y a toujours autre chose à faire que de faire le trottoir, même si on a besoin d'argent, ou j'avais besoin d'argent, jamais je me suis prostituée, etc. etc. Vous voyez donc, il y a, ça, c'est du sens commun. Voilà. Et il peut y avoir de l'émotion, hein, c'est-à-dire je peux réagir, j'ai peur, bon, voilà. Mais il y a aussi, c'est aussi une manière de réfléchir hein, pré-scientifique, si vous voulez. Hein sur le monde social, qui fait que, comme tu l'as dit, je trouve la formule est jolie, on prend ses désirs, ses fantasmes, ses intérêts pour la réalité. Hein. Pour prendre un exemple classique, si je suis riche, eh ben, j'ai un intérêt à penser, un intérêt, ça ne veut pas dire que je mens, hein, mais j'ai un intérêt à penser que les riches méritent leur richesse. Il y a peut-être certains riches, mais la mienne, c'est normal, j'ai beaucoup travaillé à l'école, vous voyez, hein, ou j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Comme si ceux qui n'étaient pas riches, qui étaient à l'usine, je sais pas, à la chaîne, eux, ils n'avaient pas beaucoup travaillé. Donc, vous voyez comment un argument que vous avez forcément entendu, hein, j'ai beaucoup travaillé, donc je mérite ce que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé, mais tout le monde n'a pas exactement la même situation économique et sociale. Mais cet argument, vous voyez, qui est du sens commun, légitime,
ma position et donc j'ai un intérêt à penser que c'est vrai. Hein. Donc, c'est pas vous voyez, de la manipulation avec quelqu'un qui dit autre chose que ce qu'il pense. On pense ça, hein, et ça peut aller jusqu'aux émotions, c'est-à-dire ce qui vraiment me remue et je dis ah ben non, là c'est vraiment pas possible, ça peut pas être autrement. C'est tous les moments où on se met en colère à table en famille et qu'on dit non, non, c'est pas possible, tu nies l'évidence. Voilà. Donc effectivement, c'est mélangé hein, entre émotionnel et rationnel, hein, mais il y a une rationalité, si vous voulez, non scientifique qu'on peut utiliser sur le monde social. Et c'est vraiment ça dont parle Bernard Lahire. Oui, plutôt que de parler de ton de l'émotion ou de registre émotionnel, l'on aurait pu, même si c'est très proche, peut-être que c'est plus intelligible, de cette manière-là, dire qu'il faut dépassionner le rapport au monde social comme on a dépassionné, le rapport au monde physique. Mais, ça passe par, une meilleure compréhension du monde physique. C'est-à-dire que c'est en comprenant, mieux, le monde, que, l'on peut, par exemple, s'éviter de dire que, le tremblement de terre serait une espèce de réaction de colère de mère nature, voyez-vous. Et une meilleure compréhension du monde social permettrait justement de sortir de ce rapport passionné au monde social et d'envisager, c'est pour ça que c'est très lié à ce que l'on vous disait avant, des solutions pérennes pour un plus grand bien collectif, si je puis dire. Et oui, comme tout le monde le sait, il a fallu découvrir la loi de la gravitation pour inventer l'avion. Donc, vous voyez, c'est pas parce que on dit il y a une loi de la gravitation qui font que ben voilà, je tombe, etc. Ça ne veut pas dire que je suis condamné à tomber. Ça veut dire que je me donne les moyens d'éventuellement éviter cet effet de la gravitation quand j'ai envie de l'éviter. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire avec l'avion. Donc, vous voyez, reprocher à la sociologie de faire apparaître des régularités sociales, c'est aussi idiot que de reprocher à un physicien de vous apprendre la loi du corps, chute libre, etc., et la gravitation au prétexte que ça restreindrait votre liberté. C'est justement l'inverse. La mise en évidence de détermination nous aide collectivement à être plus libres, c'est-à-dire à accroître les conditions de possibilité d'une forme de liberté qui n'est pas le libre arbitre, comme on va le voir dans quelques instants. Oui, c'est cette fameuse, formule de Pierre Bourdieu, alors sans jouer au cuistre, d'autant qu'il y a quand même une chance sur 2 que je sois simplement dans la paraphrase et non dans la citation. Nous naissons déterminés, mais nous avons quelques chances de devenir libres. Oui, 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 effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail, quoi. C'est la liberté, un travail n'est pas un donné. Voilà. Et la science, la possibilité de porter un regard scientifique sur la société et donc sur soi, vous avez compris, puisque c'est la société qui me détermine, alors me donne des possibilités nouvelles de m'affranchir, plus exactement, de mieux comprendre les effets de la détermination sociale sur moi. Ça, l'affranchir, c'est sans doute un autre problème. Bon, nous pouvons, je pense, passer à la deuxième partie du texte que nous vous proposons et donc au troisième chapitre de Pour la sociologie, la fiction de l'homo clausus et du libre arbitre. Alors, dans la première partie, de ce troisième chapitre, dès la page 51, Bernard Lahire explique que, l'individu ne peut exister hors de la société, mais que cette fiction, celle d'un homo clausus finalement, un individu qui pourrait exister en somme hors de la société, est entretenu parce que nécessaire à certaines fins. Et quant à ce dernier élément, il faut mettre en relation cette page 51 avec ce que nous avons dit auparavant. En l'occurrence, si cette fiction d'un individu qui existe hors de la société existe, c'est parce elle est sans doute nécessaire, notamment en matière juridique. Alors je cite Lahire, une institution comme le tribunal, qui doit décider si tel individu singulier est coupable ou innocent, a besoin pour fonctionner de la notion de responsabilité individuelle. C'est d'une certaine façon toute son existence qui repose pardon, sur cette présupposition. Et il explique d'ailleurs, Bernard Lahire, que cette dissociation du droit et du fait a été théorisée par un juriste, en l'occurrence Hans Kelsen, et que cette dissociation du droit et du fait permet corollairement la dissociation du devoir-être, qui est assimilé au droit, et de l'être, qui est assimilé au fait. Donc, autrement dit et plus succinctement, de l'homme libre et de l'homme déterminé. Oui, cette liberté, il faut bien comprendre qu'alors elle sert dans le droit, hein, on l'a dit, mais elle sert à d'autres
sur d'autres thèmes. Par exemple, l'éducation, hein. J'y pensais en t'écoutant, Le mérite. bah, le mérite, bien sûr. C'est-à-dire que le mérite scolaire, ça m'arrange, parce que j'ai les diplômes, donc et puis c'est vrai, j'ai travaillé beaucoup pour avoir mes diplômes, vous voyez? Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, hein, c'est comme ça qu'il faut que vous compreniez la formule d'intérêt. Il y a un intérêt à penser telle chose sur le monde social plutôt que telle autre. Mais c'est vrai que Bernard Lahire a raison de souligner que c'est très souvent le prisme du droit et donc de la responsabilité individuelle comme raison ultime, hein, c'est toujours un problème à l'individu, pourquoi vous avez fait ça, etc. Bon, bref. Donc il y a une responsabilité individuelle qui vient du droit et qui vient aussi de ce que Pierre Bourdieu a appelé la force du droit, hein, qui est cette, comment dirais-je, cette prétention légitime à être le discours légitime sur le monde social. C'est-à-dire le droit dit qui a mal fait, qui a bien fait, etc. Si vous aviez eu raison de faire ça ou non, c'est ce que fait le droit, hein. Donc le droit juge nos comportements et il nous norme aussi, puisqu'il nous dit ce que nous avons à faire, ce que nous n'avons pas à faire. Et donc nous vivons dans un monde dans lequel il est facile de penser que le droit a toujours raison à la fin. Et donc, avec le droit va la responsabilité individuelle, donc une anthropologie. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce chapitre que de décrire l'anthropologie, hein, à laquelle se rattache la sociologie, en rappelant des évidences concernant la socialisation des êtres humains. Oui, je pen et puis je pense que si, Bernard Lahire recourt aussi au droit, c'est parce que cette dissociation entre, un être humain tout libre arbitre et un être humain, déterminé, elle est posée telle quelle par ce juriste que j'évoquais, hein, Mmh. qui, dans sa théorie pure du droit, qui est publiée en 1934, écrit, c'est Bernard Lahire qui en rappelle, la formule: «Pour pouvoir juger, il faut mettre entre parenthèses les déterminismes et postuler que chacun est à l'origine de ses actes». Oui, hein, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais une marge de manœuvre, c'est toujours, à la fin, ça revient à dire que vous êtes pleinement responsable de vos actes, même si on a reconnu que bah, vous étiez né à tel endroit, ce n'était pas la même chose que d'être né à tel autre, etc. À la fin, ça se termine par votre pleine responsabilité, toujours. Beh, c'est surtout que là, manifestement, ce juriste en reconnaît Oui. absolument la nécessité, de manière absolument, consciente, quoi. C'est assez saisissant. Alors, on va avancer peut-être dans le texte, oui. Oui, tout à fait. Alors donc après, avoir, expliqué que cette fiction de l'homo clausus est entretenue, parce que nécessaire à certaines fins, Bernard Lahire rappelle, on est, maintenant à la page, 52, que l'individu est d'abord un être social et il explique, ce faisant, sa détermination. Et de la même manière, enfin en tout cas dans le même geste, il va répondre à ceux qui taxent la sociologie de pessimisme. Parce que tout ça en réalité est très lié. Tu veux développer peut-être, non? Je développe. Oui. Ouais. Alors Bernard Lahire, il rappelle d'abord une évidence, enfin en tout cas pour nous, que les êtres humains ont besoin d'interaction pour se développer, et ce, dès la naissance. Bon. Et il en arrive à penser l'individualité euh, dans ce contexte-là. Alors, je le cite pour que ce soit un petit peu plus clair, page 54. La singularité relative de chaque individu n'est que la synthèse ou la subtile combinaison de l'ensemble des expériences qu'il a vécues avec d'autres à des degrés d'intensité variables et dans un ordre déterminé. En somme, si l'individu est singulier, il l'est par la nature des combinaisons d'expériences dont la diversité en qualité et en intensité lui préexiste d'une certaine manière. Bon. Oui, il est comme, Et enfin, chaque individu, pardon, vas-y. non, pardon. Et j'allais simplement dire qu'en fait, c'est ce constat, puisque je voulais établir le lien entre détermination et pessimisme, que c'est ce constat en fait qui va mener au pessimisme, puisque et là encore Bernard Lahire l'écrit, les défenseurs du libre arbitre disent que les sciences sociales nient qu'il puisse y avoir de vrais choix, de vraies décisions ou de vrais actes de liberté, et dénoncent le fatalisme et le pessimisme des chercheurs. En somme, en fait, on irait quand on est sociologue euh, la possibilité de faire quelques vrais choix que ce soit, et ce serait en cela que nous serions des gens tristes, puisque ça nous mènerait à considérer que bah, finalement, quoi que l'on fasse, bien, on ira toujours d'un point A à un point B. Quoi.
Ce qui n'est pas en réalité ce que disent les sociologues. Pardon, je te laisse. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est là où il y a une confusion sur ce qu'est la sociologie et ce qu'est la description scientifique de la société. Décrire scientifiquement la société ne veut pas dire qu'elle ne changera jamais. Décrire les inégalités scolaires n'implique pas qu'il y aura toujours des inégalités scolaires. Mais ça donne les moyens à celles et ceux qui ont envie de euh, faire baisser le niveau des inégalités scolaires, des outils pour comprendre comment réformer le système de l'éducation nationale pour parvenir à un meilleur résultat en termes d'inégalité scolaire qui, vous le voyez, ce résultat ne peut pas s'obtenir en disant faut que les plus pauvres travaillent plus à l'école. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, on revient sur ce même lien. Donc, effectivement, ici, c'est très, très important de rappeler que ce pessimisme qu'on prête à la sociologie est une méconnaissance absolue de ce que c'est que la sociologie. En outre, il y a aussi une confusion entre les régularités que fait apparaître la sociologie, par exemple, les fils et filles d'ouvriers réussissent moins bien à l'école, etc. Ça, c'est une régularité. Ce n'est pas un destin, et c'est encore moins une prédiction. Ça ne dit jamais, aucun sociologue, aucune, n'a jamais dit que les enfants d'ouvriers, tous les enfants d'ouvriers échouent à l'école. C'est absurde, absurde. En revanche, dire que c'est un facteur qui renforce la probabilité de l'échec, ça, c'est de la sociologie. Hein. Donc, il ne faut pas confondre description avec stabilité. On décrit ce qui est à l'instant T, point. Et il ne faut pas non plus oublier que le sociologue raisonne en termes de probabilité et non pas en termes de prédiction. Un sociologue ne peut pas faire de prédiction individuelle, même si il ou elle peut faire un certain nombre de prédictions sur ce qui se passera si on ne change rien, bien entendu, en termes d'inégalité scolaire. Mais ce n'est pas très difficile aujourd'hui de dire que si rien ne change, il y aura toujours une surreprésentation des enfants de profs dans les bacheliers, à l'université, dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles. Je peux déjà l'affirmer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants de profs qui échouent à l'école, ce serait absurde. Voilà. Mais c'est en termes de proportion. Hein. Donc, pas de prédiction et une description qui n'a pas d'autre prétention que de dire ce qu'il y a à l'instant T et pas pour toujours. Hein. Donc ça, on voit hein, comment beaucoup des attaques, enfin l'essentiel d'ailleurs des attaques contre la sociologie, reposent sur une méconnaissance en général absolue de ce que peut être la science sociologique. Oui, et ce qui est, intéressant et ce que Bernard Lahire, relève, et ce qui peut apparaître d'ailleurs à juste titre comme un énorme paradoxe, c'est que, beaucoup des tenants de ces attaques contre, la sociologie, beaucoup de ceux qui les professent sont attachés à, un déterminisme qui, est biologique. C'est-à-dire que, le tempérament, le caractère, les penchants, de l'individu, trouvent cette fois leur origine dans la nature de la personne et sont en somme innés. Bah, alors là, on pense vraiment, ça a été beaucoup combattu dans les années 70, hein, à l'idéologie du don scolaire. Hein. Je suis doué en maths, je suis doué en français, je suis doué en langue, etc. Hein, alors ça, c'est une tarte à la crème et qui est l'exemple même de naturalisation de quelque chose qui est purement social, mais purement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de disposition génétique à faire des mathématiques, à faire du violon ou du piano, etc. Mais le don, c'est vraiment un exemple de cette naturalisation des inégalités sociales. Oui et je vais être un peu taquin, mais je crois qu'on en retrouve encore, certaines traces de ces pensées dans les bulletins scolaires à chaque fois qu'on évoque, un gamin qui, n'est pas, au maximum de ses capacités ou qui a les capacités de, et cetera et cetera. Oui, les capacités, c'est un autre bon exemple, hein, parce que je pense, sans doute que ça a été fait, mais quand on regarde, vous voyez, à qui on prête des capacités, à qui on n'en prête pas, qui c'est qui est laborieux ou laborieuse, et qui c'est qui a un poil dans la main, qui ferait bien de s'y mettre, etc., très rapidement, on voit que ça procède de jugements sociaux qui s'ignorent comme jugements sociaux, puisque les mêmes notes, voire même le même comportement scolaire n'est pas du tout jugé de la même façon hein, en fonction de l'identité sociale des élèves. Hein. C'est tout un travers qu'on a. Les filles sont toujours, enfin maintenant ça commence à changer, et encore, sont souvent moins brillantes qu'elles sont sérieuses, alors que les garçons sont brillants. Et parfois, en termes de notes, ça peut être des élèves, si j'ose dire, qui ont des notes supérieures
aux élèves, mais on n'utilise pas les mêmes registres normatifs, hein, et qui là aussi, hein, montrent l'intérêt de faire de la sociologie et de comprendre ce qu'on fait. Donc la naturalisation, effectivement, c'est un bon exemple, ça peut aller jusqu'à la biologie et on sait qu'il y a toujours eu des tentations d'aller chercher dans la biologie ou dans l'hérédité, hein, des raisons d'expliquer les comportements, en particulier des criminels, hein. Donc on voudrait, on rêverait de prévenir à l'avance, dès la petite enfance et pourquoi pas dans le ventre de la mère, les gènes de la criminalité, etc. C'est un vieux rêve des criminologues de la deuxième moitié du 19e siècle qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui, hein. Il a le mal dans la peau, hein, voilà. Oui, oui et merci de nous ramener, dans le texte puisque s'il en avait dû continuer sur, ces questions de bulletins scolaires, et d'enseignement, j'aurais pu dire qu'en plus ça nous mettait dans une drôle de posture, nous enseignants, puisque ça suggère, quand on reconnaît des capacités ou une absence de capacité à un élève, qu'on a une capacité nous-mêmes à épuiser la vérité de l'élève et à fixer une espèce de jauge, enfin bon bref, je laisse ça de côté mais c'est la période des conseils de classe pour moi donc, voilà. Non, mais c'est Heu, important de rappeler qu'on légitime comme ça un destin social. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on finit par faire incorporer, en particulier aux élèves, que c'est leur destin de ne pas réussir, de pas travailler, de ne pas comprendre le problème de maths, etc. Et donc, c'est ceux et celles qui parfois prétendent aider les élèves qui, en réalité, les assignent le plus à une position sociale déterminée et encouragent la reproduction qu'ils pensent combattre par leur métier. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Tout le monde est dedans. Vous avez bien compris qu'on ne va pas défendre le libre arbitre. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres et que nous, on sait faire le bon bulletin qui est vraiment scientifique, tiré au cordeau. Mais c'est un problème, c'est un vrai problème. Voilà. Et que, vous voyez, on revient sur notre propos, c'est en prendre conscience qui permet de s'en éloigner. Et ce n'est pas l'ignorer et de croire que je ne veux surtout pas savoir, puisque là, pour le coup, c'est Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin qui ont montré en étudiant des bulletins que des enseignants qui ignorent les catégories sociales de leurs élèves, parce qu'ils n'ont pas fait la liste pour savoir qui est fils de cadre, etc., eh ben, reproduisent à travers leurs commentaires des jugements sociaux. C'est-à-dire qu'ils retrouvent sans le savoir l'identité sociale de leurs élèves, en l'occurrence de classe préparatoire, ce qui fait froid dans le dos, hein, puisque ça veut dire que oui, c'est tellement fort qu'on arrive à le savoir, alors qu'on est persuadé de parler juste de l'élève truc qui a fait une mauvaise dissertation ou bidule et qui en a fait une super, etc. Cela dit, Bernard Lahire, contextualise aussi, ce point de vue qui consiste, reconnaître, l'inné, à expliquer, les caractères, les tempéraments, les penchants, par la nature. C'est que ça a un avantage intellectuel en ce que ça permet, dans un système, judiciaire comme le nôtre d'opérer une dissociation stricte, de couper tout lien possible entre, ceux qui sont jugés et ceux qui jugent. Puisque si tout dépend de la nature, mécaniquement, on a de types de personnes extrêmement différents et naturellement différents. C'est rassurant d'une certaine manière, voilà. Bah, c'est l'exemple du prof, on est tous les deux profs, hein, donc on est dedans, Mmh. qui met une mauvaise note aux élèves ou aux étudiants, aux étudiantes, et des fois je m'amuse à poser la question, mais à qui mettons cette note? Est-ce qu'on la met à l'élève ou à l'étudiant, étudiante, ou est-ce qu'on la met au prof qui n'a pas réussi à transmettre ce qu'il avait à transmettre? Vous voyez que ce système permet justement de couper et que l'évaluateur ou l'évaluatrice peut à ce moment-là profiter, hein, de cette séparation radicale entre le juge et celui ou celle qui est jugé. Donc, je peux évaluer et ce n'est pas moi qui suis évalué puisque je n'ai plus de responsabilité dans ce qui a été produit. Donc, vous voyez que quand on accuse la sociologie de déresponsabiliser les délinquants ou je ne sais qui, on peut dire que la sociologie montre que ce sont souvent ceux qui tiennent ce discours qui sont déresponsabilisés. C'est-à-dire qu'ils peuvent ainsi tout mettre sur le dos de certains individus pour éviter d'avoir à se demander quel est leur rôle ou quel est le rôle de la société à laquelle ils appartiennent dans la production des comportements individuels. Oui, moi je trouve à ce titre, et puis après on va revenir au texte quand même, la sociologie, finalement extrêmement rassurante et même capable d'apporter un certain bien-être parce que vous imaginez quand, vous pensez que vous êtes, plein libre arbitre et que, tout ce que, vous faites dépend, uniquement de vous, que vous êtes maître de toutes, vos actions, de tous vos choix et cetera. Enfin je trouve que c'est une pression terrible. Alors au moins la sociologie nous permet de je dirais, presque banalement de relativiser et de trouver un certain apaisement. Mais bon.
Alors, revenons-en au texte. Nous sommes donc, alors je me suis un peu perdu, à la page 58. Alors, il n'y a pas de césure claire, hein. Là, les césures sont les miennes, il n'y a pas de sous-titres, en tout cas. Mais il y a quelques thèmes forts qui se dégagent de ce chapitre et quelques questions fortes que pose Bernard Lahire. Et parmi ces questions, il y en a une particulièrement intéressante et qui fait écho d'ailleurs à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un prof de SES, celle de la faculté de la sociologie à prévoir. Bah oui, parce qu'on pourrait se dire, puisque la sociologie est capable de comprendre enfin, ou en tout cas cette prétention de comprendre le monde social, pourquoi ne serait-elle pas capable de prévoir les faits sociaux qui vont, enfin, ou les événements qui vont se dérouler. Alors, c'est vrai que c'est très important, hein, de rappeler, on l'a déjà dit tout à l'heure, que la science ne fait pas de enfin, cette science-là ne fait pas de prédictions. Elle n'a pas vocation, enfin, elle ne fait pas d'autres prédictions, que la physique. C'est-à-dire que la physique, fait des lois, ou et cetera, mais il y a des conditions, qui, encadrent cette loi. Donc si ces conditions sont modifiées, et ben, la loi ne s'applique plus, c'est-à-dire il faut inventer ou trouver, plus exactement, pas inventer, il faut découvrir une nouvelle loi. Si je suis sur la planète Mars, la gravité n'est pas la même que sur la Terre. Donc, bon, là, mon exemple est mauvais puisque c'est la même loi, mais bah, par exemple, le Big Bang, voilà, si les conditions sont telles au moment du Big Bang que toutes les équations qui reposent sur des critères d'application s'écroulent. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc là, c'est la même chose. On peut prédire, je peux dire que le système scolaire est inégalitaire si les conditions n'en changent pas. Je peux dire, par exemple, à l'époque de Durkheim, qu'on se suicide plus en ville qu'à la campagne. Ça ne veut pas dire que de tout temps à jamais, la sociologie affirmerait qu'on se suicide toujours plus en ville qu'à la campagne, puisque maintenant, en France, en tout cas, c'est l'inverse. On se suicide plus à la campagne qu'en ville. Bon, donc, vous voyez, si les conditions changent, non, ça change, mais ce qui ne change pas, c'est la mise en évidence de régularités, et de régularités qui sont donc des groupes d'individus, mais certainement pas des destins individuels, hein. Donc il y a une séparation absolue entre une régularité individuelle et pardon, une régularité sociale, sociologique, et une action individuelle. Donc reste, et c'est ce que fait Bernard Lahire, à expliquer dès lors l'action. Si l'action ne peut pas être reconduite à un libre arbitre, à une volonté libre d'un individu, alors comment sociologiquement comprendre l'action individuelle? Alors, j'allais réutiliser les mots de Lahire pour expliquer pourquoi la sociologie ne peut prévoir, mais je crois qu'en fait tu l'as résumé dans ton propos. Donc, je ne reviens pas dessus. L'on est, je le répète, page, pour ce thème-là en tout cas, celle de la prévision, 58, 59, 60. Et dernier grand thème donc qui se dégage à mon avis de ce deuxième partie, enfin de cette deuxième partie du texte que nous vous proposons, euh, c'est euh, celui de l'objectif des sciences du monde social. C'est-à-dire qu'enfin, Bernard Lahire rappelle l'objectif de la sociologie, de l'histoire, enfin de toutes ces sciences sociales. Et cet objectif serait, nous l'avons dit un petit peu plus tôt, mais il le répète, page 61, contextualiser. Contextualiser l'action humaine et mettre en relation cette action avec des actions passées ou présentes, ce qui au passage d'ailleurs dessine un rôle pour l'histoire, hein. Bon. Et Bernard Lahire, il définit cette notion de contextualisation. Alors, je vais vous lire ce qu'il en dit, on est page 61. Contextualiser consiste à tisser des liens entre un élément central, un fait individuel ou collectif, un geste ou une pratique, un objet ou un énoncé, un événement ou une trajectoire, une action ou une interaction, etc. Donc, un élément central qu'on cherche à comprendre et une série d'éléments tirés de la réalité qui l'encadrent et lui donnent sens. En somme, contextualisé, historicisé et relié serait donc au cœur de ce projet sociologique, au-delà des sciences sociales positives, et au cœur de ce que Bernard Lahire désigne, sans en donner d'exemple, les meilleurs travaux de sciences sociales. Enfin, si d'ailleurs, je crois qu'il donne un exemple.
Je sais pas. Hem, Pardon. Non, non, je t'en prie, Oui, c'est pas 62. Et si il renvoie vers son ouvrage Monde pluriel, penser l'unité des sciences sociales, donc de 2012. Voilà. oui, c'est parce que en fait, enfin, là, il résume un certain nombre d'éléments Oui, qu'il tout a à fait. expliqués dans cet ouvrage et en particulier cette théorie donc de l'action. Donc vous comprenez le problème. S'il y a plus de libre arbitre, plus de volonté libre d'agir, je ne peux pas expliquer un fait par un comportement individuel, par, la psychologie ou et cetera. Je dois donc comprendre l'action autrement. Et donc la contextualiser comme l'a expliqué, Jean-Baptiste. Et pourquoi je dois le faire? Parce que, c'est ce qu'il explique un peu avant la page 62, il y a une tension en fait entre des choses qui sont internes, c'est-à-dire le monde social incorporé que nous portons chacun en nous, hein, ce que Pierre Bourdieu a appelé l'habitus, hein, c'est du social incorporé, et le moment, là où je suis, ce que j'ai à faire, hein, donc externe. Et il y a une tension entre les deux, et c'est cette tension entre, au fond, pour prendre encore un vocabulaire bourdieusien, entre les dispositions, donc ce que j'ai incorporé, et la position que j'occupe, et cette tension permet de comprendre, sans juger, de comprendre les prises de position, c'est-à-dire ce que je fais individuellement ou collectivement. Bien, et je crois, sauf si tu veux rajouter quelque chose, que nous arrivons à la fin de ce texte. Oui, je pense que bah, j'avais envie de citer moi Bernard Léa parce que je trouve que c'est vrai, il y a des phrases fortes Ben dans moi ce livre. aussi, alors Ah ben, non mais vas-y, je t'en prie, on va voir si on a trouvé la même chose comme d'habitude. c'est peut-être la même. Donc, c'est page 63. L'invocation de la liberté individuelle ou du libre arbitre est donc une forme subtile de démission scientifique et un Et un appel à appel à l'arrêt de l'arrêt de toute toute enquête. enquête. Voilà. Très Voilà. bien. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Vous souhaitez donc une bonne soirée pour nous, une bonne soirée, peut-être une bonne journée peut-être pour vous, et à nos étudiantes et à nos étudiants, nous leur disons à mercredi. Voilà. À bientôt, salut.